Et en ce lundi, les discussions budgétaires commencent à l'Assemblée nationale. Alors d'abord en commission des finances et puis à partir de vendredi dans l'hémicycle. Bonjour Julie Ruiz, vous êtes journaliste au Figaro. Alors, la situation n'est pas la même que l'année dernière. Il y a une différence par rapport au budget de l'an dernier. C'est que la France était notée double A par deux agences de notation et elle a été dégradée par S&P et Fitch depuis. Qu'est-ce que ça peut changer dans les négociations? Oui, bonjour. Effectivement, la décision de S&P a été un véritable coup de tonnerre puisque on ne l'attendait pas, tout simplement. S&P était censé rendre son verdict un petit peu plus tard dans la séquence budgétaire, un petit peu plus tard dans l'année, vu que c'était fin novembre. À ce moment-là, les discussions budgétaires sont d'une autre teneur, les négociations sont beaucoup plus avancées, évidemment, puisque fin novembre, on approche normalement, et encore une fois, rien n'est normal dans la crise politique actuelle, mais pour le budget, fin novembre, on approche de la conclusion d'une négociation. Et là, c'est vrai que ça coïncide, cette décision de dégrader donc, la note de la France de A- à A+, avec perspective stable. Ça inaugure en fait une séquence budgétaire qui était déjà extrêmement perturbée pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire toute l'instabilité politique, une assemblée morcelée, une difficulté à trouver des compromis dans les trois pans en fait du paysage politique, et aussi avec un exécutif, j'ai envie de dire faible, qui proposait ce budget. Donc déjà, on était sur un examen, une bataille du budget qui s'annonçait extrêmement perturbée. Et là, cette dégradation rajoute de l'urgence à l'urgence, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'en plus de l'urgence temporelle, de l'urgence de calendrier qu'on avait déjà, c'est-à-dire toutes ces angoisses autour de la possibilité de ne pas avoir un budget au 1er janvier. C'est ce qui s'était produit l'année dernière. Et on se souvient que ça avait produit des effets extrêmement négatifs sur l'économie, mais aussi tout simplement sur la confiance dans la politique. Et là, on rajoute de l'urgence, j'ai envie de dire, budgétaire à l'examen du budget, puisque cette décision montre à quel point la fragilité de nos finances publiques inquiète en fait à l'international. Oui, mais Julie, est-ce que les premières réactions des parlementaires, de l'exécutif, alors Roland Lescure, le ministre de l'économie, a pris acte de la décision, il a lancé un appel à la lucidité, mais il y a eu très peu de réactions à gauche. Il y a eu Éric Coquerel qui a dit que de toute façon, ça servait à rien de prendre des mesures restrictives. Est-ce que ça vous laisse penser qu'il peut y avoir, qu'on peut prendre en compte cette décision dans les négociations, ou qu'on va faire comme si de rien n'était, notamment pour les extrêmes? Alors, pour les extrêmes, on a une approche, si vous voulez, des finances publiques qui est particulière, mais qui n'est pas complètement déconnectée. Vous avez cité l'insoumis Éric Coquerel, qui est aussi président de la Commission des finances. Lui, souvent, ce qu'il dit, c'est pas tellement que ce n'est pas grave et qu'il ne faut pas rétablir les finances publiques, c'est juste que les insoumis et la gauche en général ont une solution très particulière et très précise pour rétablir les finances publiques, qui passe par la recette et donc par l'augmentation des impôts, notamment, je ne vous refais pas l'article, mais notamment l'impôt des plus aisés et des grandes entreprises. Donc la responsabilité, elle va se tenir effectivement, on l'espère, et ça semble se dessiner ainsi, effectivement dans le bloc central, avec un exécutif qui a posé son budget au début de la semaine dernière en disant voilà, c'est notre budget, nous sommes un exécutif qui n'a pas de majorité, donc on ne peut pas tout imposer, mais une ligne rouge pour eux, et ça c'est Roland Lescure, le ministre de l'économie, et Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, qui l'ont dit justement devant les députés de la Commission des finances la semaine dernière, c'est derrière chaque plus, il doit y avoir un moins. C'est-à-dire que l'équilibre budgétaire du projet de loi de finances, dont l'examen commence aujourd'hui, doit être respecté. Et ça, c'est une demande du gouvernement. Et on peut espérer que... le gouvernement n'a pas de majorité, mais a une espèce de majorité très relative si on considère qu'il y a le socle commun, et donc
une alliance avec LR. Et en tout cas, sur ces sujets, on peut le dire, il semble y avoir convergence entre le centre et la droite dans cette envie de au moins réduire le déficit pour rassurer les marchés, mais pas simplement, juste... quand on dit rassurer les marchés, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu lointain, les agences. Julie, là on va parler fiscalité, hein, c'est le volet recettes qui s'ouvre en ce moment. Alors il y a eu plusieurs qualificatifs, la foire à l'impôt, la foire à la saucisse même par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui pourrait être mis dans le texte comme amendement qu'il n'y a pas déjà comme nouvelle taxe, hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a la surtaxe d'IS qui est reconduite, il y a la taxe sur les holdings. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore en plus comme inscrit donc en amendement en hausse d'impôts? Ah ça, effectivement, c'est ce que je vous disais. Il faut se placer dans les équilibres politiques. Et donc, on l'a vu effectivement l'année dernière que, alors bon, l'année dernière, il y avait un 49.3, donc ça a été relativement sans conséquence, très relativement sans conséquence, mais on voit, on a vu l'année dernière et on le verra encore cette année, je pense, les alliances se former sur chaque amendement, sur chaque proposition. Les alliances se font et se défont. Des fois, le centre va voter avec la gauche. Parfois, juste le MoDem va voter avec la gauche. Ça a été le cas l'année dernière sur une augmentation de la flat tax, le PFU. Est-ce que ça va se reproduire cette année? On ne sait pas. Parfois, effectivement, le RN peut s'allier à la gauche ou à la droite au gré en fait des demandes. Et donc, qu'est-ce qui va se retrouver dans ce budget à la fin? La question est double. C'est qu'est-ce qui va se retrouver d'abord, qu'est-ce qui va se retrouver dans le budget à la fin de l'examen à l'Assemblée? Et ça peut être très différent de la proposition du gouvernement, effectivement, notamment sur la partie fiscale. Est-ce qu'on peut être loin des 14 milliards des hausses d'impôts ou est-ce qu'on peut être encore bien au-dessus? On peut être bien au-dessus. On peut être aussi à 14 milliards, mais via mais complètement 14 milliards complètement différents, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire qu'on peut fortement avoir des amendements. C'est un peu ce qui s'était produit l'année dernière. On avait beaucoup d'amendements pour augmenter les impôts, mais aussi on avait beaucoup d'amendements pour les baisser. Et on se retrouve avec une copie, et c'est un petit peu la crainte qui flotte en ce moment dans le monde politique, et particulièrement chez les parlementaires, c'est d'un budget un petit peu Frankenstein, avec toutes sortes de mesures, des mesures d'augmentation des recettes très marquées à gauche, j'ai envie de dire pour aller vite, mais aussi des baisses de recettes, des suppressions de certaines taxes, un peu plus marquées à droite. Et donc on peut se retrouver surtout avec un texte qui n'aurait ni queue ni tête. Et qu'est-ce qu'on retrouve comme baisse de dépenses? Là, ce sont de vraies baisses de dépenses ou là aussi, ça a été un peu déguisé en baisse de dépenses, mais en fait, comme ce sont des niches fiscales qui sont supprimées, c'est plutôt des hausses d'impôts? Là, dans le comptage, en tout cas celui qui est très repris dans la presse par moi et d'autres, d'ailleurs, c'est celui de la Cour des comptes qui compte effectivement les 14 milliards que vous citiez un petit peu plus haut. Il compte, le Haut Conseil des finances publiques, c'est un organe de la Cour des comptes, intègre la suppression et les coups de rabot sur certaines niches fiscales en hausse de prélèvements obligatoires, ce qui est tout à fait logique, puisque si vous supprimez ou rabotez des niches fiscales, vous avez plus de recettes, plus de prélèvements obligatoires. Donc ça, c'est compté cette fois-ci. Après, la question est toujours pertinente, puisque il y a un petit peu bataille de chiffres entre plusieurs acteurs, mais je vais rester sur le Haut Conseil des finances publiques qui avance le chiffre de 17 milliards de baisse de dépenses, ce qui est pas mal, hein, ce qui est déjà un gros effort de maîtrise de la dépense publique, mais là on voit bien entre 14 et 17 qu'on a quasiment le même ratio d'efforts entre plus de recettes et moins de dépenses. Le gouvernement, lui, compte différemment et intègre, c'est un petit peu, il compte un petit peu les milliards d'économies comme on le souhaite. La seule chose à faire, c'est de se placer toujours dans le même référentiel. Et là, les gouvernements successifs n'arrêtent pas d'en changer. Et donc, eux, ils comptent les 17 milliards du Haut Conseil des finances publiques et ils disent, oui, mais il y a 8 milliards de plus d'économies
Et ces 8 milliards, en fait, sont en lien avec la charge d'intérêt de la dette en disant, ben voilà, en fait, comme on veut baisser le déficit, et comme malheureusement la charge de la dette, c'est-à-dire ce qu'on paye pour pouvoir emprunter, et la France emprunte beaucoup, et augmentera de 8 milliards l'année prochaine. Et donc, pour combler ce déficit, on le compte en économie supplémentaire. Merci beaucoup, Julie. Donc, le débat parlementaire a commencé aujourd'hui à la Commission des Finances. Il y a 1700 amendements quand même à regarder et ce sera vendredi. Et c'est seulement sur la première partie. Oui, oui. Ça va être long et ça va demander des analyses. Merci beaucoup, Julie Ruiz, donc journaliste au Figaro.